Bonjour, tout d'abord merci pour tout le monde pour votre présence. Ça va être un plaisir de vous présenter la première étude qu'on a effectuée pour les filtres pour contrer les nanoparticules. On a aimé développer une expertise pour les filtres en général et pour même les matériaux utilisés pour les équipements de protection collective au personnel. Donc on a commencé par une application pour les filtres N95. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de travaux qui ont déjà commencé et ça va nous permettre un peu d'encadrer l'expertise qu'on veut développer ici à l'Institut. Donc on peut comparer nos résultats et valider avec la littérature. Donc ces particules sont généralement issues de procédés synthétiques. On peut les identifier des particules ultra fines qui ont les mêmes échelles de taille mais qui sont introduites en espace de travail d'une façon accidentelle, alors que les nanoparticules, c'est d'une façon par la synthèse des nanomatériaux. Donc ces particules ont une grande toxicité vu la surface active qu'ils possèdent. Donc, si on considère par exemple un matériau ou une particule à l'état naturel comme le TiO2, il présente une toxicité qui est faible, mais à l'échelle nanométrique, il pourrait être très toxique pour l'être humain. Donc, ces matériaux représentent un risque élevé pour la santé et la sécurité de travail. La synthèse des nanomatériaux, généralement, ça se fait dans un encadrement très contrôlé parce qu'on veut de la pureté. Donc on le fait dans un espace confiné, mais il ne faut pas oublier que lors de l'usinage de ces matériaux, quand on va les utiliser, là ça va être un problème assez élevé pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc la voie d'exposition se fait par les 4 voies classiques, cutanée, inhalation, contact avec les yeux et ingestion. Mais le plus important, c'est par voie d'inhalation. Alors c'est important de développer des moyens de contrôle pour la prévention. Ça peut se passer par le confinement, réduction à la source, ventilation générale ou la protection personnelle. Et tous ces moyens de protection, ils vont faire appel à des filtres, d'où il est important pour nous à l'Institut de développer une expertise pour tester les filtres et les matériaux utilisés pour la protection des gens. Donc là, on a pris un exemple pour valider notre expertise, le N95. Moi, je parle essentiellement du matériau utilisé pour ce filtre. Là, il est utilisé comme une pièce faciale. Il peut être aussi utilisé dans des cartouches, des appareils de protection respiratoire. Pour tester les filtres, on va suivre la norme 42 CFR part 84 qui a été mise en place par NIOSH. Et cette norme permet de tester les filtres dans des situations qu'on appelle pire scénario. C'est pour des particules monodisperses de 0,3 micromètres. C'est considéré comme des particules les plus pénétrantes. Et aussi pour des débits qui correspondent à un effort de travail très très élevé, qui est de 85 litres par minute pour des pièces faciales et de 42,5 litres par minute pour des cartouches utilisées pour les masques de protection respiratoire. On utilise le NaCl pour tester les filtres de type N. Les catégories N, ce sont des filtres utilisés pour protéger contre des aérosols non huileux. Et on utilise le 2OP pour des catégories de filtres de type R et P. Donc là, je vais commencer un peu de situer le problème pour les N95 et les filtres en général des appareils de protection respiratoire. 85 litres par minute, c'est considéré comme un pire scénario qu'on peut trouver en milieu de travail. Ça correspond à un débit moyen d'un débit cyclique au débit respiratoire très élevé. Mais on voit ici, ça donne le débit moyen de respiration en fonction du travail qui est effectué. On peut largement dépasser les 85 litres par minute pour des situations de travail. Là, on parle aussi de pire scénario en termes de pénétration. C'est basé sur un mécanisme purement mécanique où on va identifier différents régimes de diffusion pour des particules très très fines et un régime par impaction ou interception pour les grosses particules. Et entre les deux, on a un scénario, le pire scénario, à 0,3 microns, où la pénétration des particules est maximale, c'est-à-dire que l'efficacité des filtres est minimale. Les premières études qui ont été faites pour les N95 a été faite par Ron Schaefer et démontre que la pénétration des particules n'est pas à 0,3 microns, mais
plutôt à de l'ordre nanométrique. Et donc, le pire scénario tel que considéré par les normes NIOSH n'est plus vraiment le cas pour tous les types d'appareils de protection respiratoire. Pourquoi? Parce que les filtres actuellement sont presque tous chargés électrostatiquement, et ceci pour augmenter le confort des travailleurs en respirant dans les filtres. Ils ont introduit la charge électrostatique qui va s'ajouter au mécanisme mécanique, et ça va entraîner un déplacement des particules les plus pénétrantes de 0,3 micro à de l'ordre nanométrique. Donc, la certificat de NIOSH ne prend pas en considération l'effet électrostatique et juge mal l'efficacité du filtre par rapport à ces particules. L'objectif de ce travail, premièrement, bien sûr, le but, c'est de développer une procédure pour caractériser la performance des filtres en général. On a commencé par les filtres N95 dans le but de valider notre concept. Donc, dans la littérature, généralement, elle utilise des particules monodisperses de taille précise pour tester un filtre. Nous, on va adopter une autre technique polydisperse. Pourquoi? On juge que polydisperse, c'est une situation qui est proche à la réalité du milieu de travail, et en même temps, personne ne peut donner le pire scénario, c'est-à-dire un point, une taille précise pour laquelle on a une pénétration maximale. La pénétration maximale pour les N95, elle est entre 50 et 100, mais on ne connaît pas dans quelle place elle est située. Donc il est important pour nous, on juge qu'il est important d'utiliser polydisperse, et là on va couvrir tout un éventail de particules et on est sûr de la performance qu'on va obtenir pour chaque filtre. On a aussi regardé l'effet de l'humidité relative, le temps d'utilisation, c'est-à-dire le colmatage, et l'effet de débit. Donc là, c'est par rapport aux techniques qu'on a utilisées pour la génération des particules. On a utilisé la technique de collision 6J de compagnie BGI, qui permet de générer des particules polydisperses entre 15 et 200 nanomètres. On pourrait aussi utiliser l'électrospray qui permet de générer des particules monodisperses. On utilise comme instrument pour mesurer la concentration et déterminer la taille des particules le SMPS qui comprend deux compartiments, DMA qui permet de classifier les particules selon leur taille, et aussi le compteur de particules CPC pour compter les particules à chaque taille. Et donc les deux nous permettent d'obtenir un spectre concentration granulométrique. Donc bien sûr, les aérosols après sont séchés par un gel de silicone pour éviter qu'il y ait une interaction entre l'humidité et la pénétration qu'on veut déterminer. Et on neutralise. Pourquoi? Vu que les masques sont électrostatiquement chargés, on juge que les particules qui sont chargées auront tendance à être capturées plus facilement. Nous, on veut se placer dans la situation qui est le pire scénario, donc on neutralise nos particules. Là, on adopte deux méthodes. La méthode de tester les filtres à des particules avec une taille précise monodisperse. Donc là, on va utiliser le DMA, qui est le compartiment, pour classifier les tailles de particules. On sélectionne la taille qu'on veut et on va tester le filtre avec cette taille en regardant la concentration en amont et en aval du filtre à l'aide de CPC. Ou bien, si on génère polydisperse et on veut regarder directement la méthode polydisperse, on va avoir la concentration en fonction de la taille, en amont, en aval, et directement on a la pénétration, des particules en fonction de la taille des particules. Une méthode qui rapproche un peu la réalité du milieu de travail et en même temps qui donne un résultat rapide. On était intéressé d'étudier l'efficacité des filtres N95 pour différentes tailles allant de 20 à 200. Donc voici la procédure qu'on utilise. On a une tête mannequin et on va instaurer un filtre. On va sceller de telle sorte à éviter toutes les fuites. On n'est pas intéressé par les problèmes d'étanchéité, mais plutôt intéressé par le comportement du matériau lui-même. Donc on scelle et puis on place notre tête mannequin dans la chambre, on l'expose aux nanoparticules. Voici le montage tel qu'il est. Donc on a le SMPS qui comprend les deux compartiments, l'électrospray qui permet de générer monodisperse. On a derrière ici un générateur qui permet de générer des particules polydisperses, notre chambre. Donc le neutraliseur basé sur une source radioactive, puis le gel de silicone qui permet de sécher les particules.
Donc l'approche monodisperse qu'on fait, on va générer des particules, on les sèche, on les fait passer par le compartiment qui permet de sélectionner les particules, on les neutralise, on expose en ajoutant de l'air pur. Cet air pur, on l'utilise pour diluer en même temps pour obtenir le débit qu'on souhaite obtenir dans la chambre. Et on expose notre mannequin, les concentrations en amont, en aval, permet de déduire la pénétration des particules monodisperses. Donc l'autre approche pour les disperses, on génère, on sèche directement, on neutralise, on ajoute l'air pur, puis on expose notre mannequin et on mesure cette fois-ci la concentration granulométrique en amont, en aval, pour avoir la pénétration granulométrique directement du filtre. On a effectué des tests de stabilisation de notre montage dans le temps et on a obtenu des concentrations assez stables pour différents débits, allant de 85 litres par minute à 360 litres par minute. Aussi, on a regardé dans l'espace, il fallait s'assurer que nos concentrations générées sont stables dans les 4 points de la section où on fait les tests pour différents débits. On a pris un test qu'on appelle coefficient de variation utilisé pour H-ray, pour tester les filtres, qui demande que ce coefficient soit inférieur à 15%. On avait un coefficient toujours inférieur à 10%, ce qui nous a permis d'avoir un certain confort de nos résultats. Puis on a regardé aussi quelle solution qu'on va utiliser de NaCl qui permet de générer le maximum qu'on peut au point de vue nanoparticules, mais qui nous donne les concentrations à la taille souhaitée. Alors donc on a choisi le 0,1% NaCl, ça permet d'avoir une grande concentration pour des tailles qu'on souhaite étudier. Donc ça, c'est les premiers résultats qu'on a obtenus pour monodisperse à 85 litres par minute dans les conditions pareilles que NIOSH et qu'on a comparé avec la méthode qu'on a utilisée nous pour les disperses en rouge. Donc on voit une légère différence entre les deux. Les deux résultats démontrent que la pénétration ne dépasse pas les 5%, c'est-à-dire que l'efficacité est 95%, donc le N95, ça reste valide. On a aussi un léger déplacement de particules la plus pénétrantes vers des tailles plus petites pour la méthode polydisperse. Mais ces valeurs-là de particules la plus pénétrantes, ça varie entre différents résultats dans la littérature. Et on n'a pas des valeurs vraiment précises. Ça s'approche, mais ça ne donne pas vraiment la valeur exacte. Tout le monde est d'accord qu'il est situé entre 50 et 60 à peu près, le maximum de pénétration. Ça, c'est le résultat que je vous ai montré tout à l'heure, avec quelques résultats de Bellasi qu'on a comparé avec nos résultats, et on obtient le même type de figure que dans la littérature, ce qui a permis d'avoir une certaine crédibilité de la méthode qu'on a développée ici à l'Institut. Donc ici, on regarde l'effet de l'humidité relative. Là aussi, on a l'humidité de 10% à 70%. On a une grande pénétration, mais la différence n'est pas si grande, mais celle de 70% est légèrement plus grande. Et ça peut s'expliquer par le fait que l'humidité, ça entraîne des molécules H2O qui sont bipolaires, qui auront tendance à neutraliser la charge électrique, la charge électrostatique du filtre, qui va entraîner une perte de performance du filtre. Et plus l'humidité relative est moindre, plus le comportement du filtre est meilleur. Ça avec la marge d'erreur. Maintenant, si on regarde le comportement dans le temps, AT initial c'est en bleu, en marron c'est après 5 heures. On voit que le filtre il devient de plus en plus performant, mais ce n'est pas quelque chose de surprenant qu'on a trouvé, c'est que le filtre se colmate, il devient beaucoup plus performant, moins poreux, donc plus performant. On remarque aussi une tendance du maximum de pénétration qui va se déplacer vers des grosses particules, et ça se comprend par une neutralisation de la charge électrostatique du filtre, vu qu'il y a des particules qui vont charger le filtre, ils auront tendance à réduire la charge électrostatique du filtre, et le filtre se comporte de plus en plus comme un filtre mécanique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le comportement des filtres avec le débit à grand débit. Pour 85 litres par minute, NIOSH, la certification NIOSH reste valide. Par contre, dès qu'on dépasse, le maximum de pénétration dépasse largement le 5%. Pour 360 litres par minute, il le dépasse par exemple de 15%.
Vous allez me dire maintenant, 360 litres, c'est très élevé. Et dans la littérature, c'est documenté pour un travail très élevé. Les pics peuvent atteindre 360 litres par minute. Et comme vous remarquez ici, ça c'est l'allure du débit de respiration, une large zone de débit très élevée et importante, d'où on peut se poser des questions. Est-ce que vraiment le 85 litres par minute est suffisant comme débit constant pour évaluer les filtres? Donc en conclusion, premièrement, on a mis en place un montage expérimental qu'on aimerait étendre pour les systèmes de ventilation et de matériaux qu'on utilise pour la protection cutanée. On a comparé la méthode polydisperse, monodisperse, et finalement maintenant dans notre étude, on opte pour polydisperse vu que c'est plus proche à la situation de travail. On a validé les résultats avec la littérature à débit 85 litres par minute. On a regardé l'effet de l'humidité, le colmatage dans le temps, et finalement le protocole utilisé par NIOSH pour approuver les filtres ne tient pas en compte du grand débit et aussi de l'aspect électrostatique des filtres qui existent dans le marché. Donc il est intéressant d'aller encore plus loin, d'étudier les débits cycliques, autres filtres, regarder après les problèmes d'étanchéité. Je vous remercie.